Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de la soirée. Voici les titres de ce journal. Le Premier ministre se trouve en Indonésie où il recevra le prix mondial de la bonne gouvernance organisé cette année à Jakarta, attribué au président de la République Ismail Margelis. Les membres permanents du Conseil de sécurité se mobilisent pour tenter de sauver la trêve conclue début décembre entre les belligérants et Yémen. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Premier ministre entame une visite de 3 jours en Indonésie. Le Premier ministre djiboutien Abdelkader Kamel Mohamed entame une visite de 3 jours en Indonésie depuis hier soir où il a été accueilli dans le salon VIP de l'aéroport international de Jakarta par le directeur pour les affaires africaines Daniel Simanjuntak. Il a été également accueilli par l'ambassadeur de Djibouti en Indonésie, résidence au Japon, Ahmed Areta Ali. L'objectif de cette visite du Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, est de participer à la 4e édition de la soirée de gala pour le prix mondial de la bonne gouvernance organisée cette année à Jakarta. En effet, le Premier ministre recevra le prix du Leadership 3G Global Good Governance Awards attribué cette année au président de la République Ismail Margelis par le comité du prix de la bonne gouvernance mondiale de Cambridge. Ce prestigieux prix récompense le leadership et l'innovation dans les domaines de la bonne gouvernance, de la transparence et de la durabilité, 3 critères essentiels du 3G Global Good Governance Awards, dont la désignation du récipiendaire et la recherche implacable d'excellence et d'engagement créant donc un impact positif dans le monde. Retour à Djibouti pour un secteur bancaire et financier efficace. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, a organisé ce matin une réunion de travail en collaboration avec le ministère du budget et la Banque centrale au Palais du Peuple. Réunion qui a vu la participation du ministre de la Justice, Moumine Ahmad Cheikh, et des dirigeants des banques et des institutions financières de la République de Djibouti. Cette rencontre désormais récurrente est instituée depuis plus de 4 années afin de pouvoir hisser vers le haut le secteur bancaire et financier au même titre que les autres secteurs tels que la logistique. Au cours de la réunion, les différents responsables ont pu passer en revue toutes les questions relatives à la situation de ce secteur mais aussi aux difficultés quotidiennes qui ralentissent l'essor et l'épanouissement du secteur bancaire et financier de notre pays. Après moult échanges de part et d'autre, les différents responsables ont pu appréhender des perspectives meilleures, notamment avec des propositions concrètes visant donc à accélérer le processus du développement du secteur bancaire et financier. Sans transition sur ce sujet, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, est intervenu. Il a précisé donc les uns et les autres afin de mutualiser les efforts de ces institutions en vue de répondre efficacement dans un même élan aux défis qui s'imposent. Écoutons le ministre. Nous étions en train de réfléchir autour de différentes réformes en cours, des réformes institutionnelles que le gouvernement a engagées ou en cours. Et nous avons également senti le besoin de porter un regard, une réflexion sur le secteur bancaire, qui est un secteur particulièrement important pour voir le pays, l'économie nationale accroître, mais également d'avoir, en tout cas de maintenir la croissance, ainsi que travailler sur les différents autres leviers de croissance, assez nombreux, en République de Djibouti. Mais vous savez également que le secteur bancaire connaît également quelques défis sur le plan international, mais également sur le plan national. On a eu pour habitude de nous retrouver régulièrement
même si ces derniers temps, les écarts de nos réunions étaient assez importants, pour nous concerter, pour voir les voies et moyens pour vous aider, en tout cas à réfléchir avec vous, mais également à mieux comprendre sur la dynamique. On a manqué également à notre propre mission régalienne du secteur. Et il va falloir redéfinir un peu l'architecture institutionnelle pour que chaque partenaire prenne ses responsabilités à son niveau et de faire en sorte à ce qu'un travail harmonieux puisse être fait, en tout cas au niveau national. Autre actualité de ce 22h, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukiye, et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Janabou Maondé, ont procédé aujourd'hui à la signature du plan de travail annuel 2019-2020. Ce plan de travail annuel s'inscrit dans le cadre du programme de coopération intitulé Survie et développement de l'enfant. Cérémonie des signatures qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta, et les cadres du ministère ainsi que de l'UNICEF. Ce programme de coopération s'articule autour de 3 principales composantes, à savoir la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, la promotion de l'hygiène et la santé maternelle et néonatale afin de relever les défis majeurs. Écoutons sur ce point Mme Janabou Maondé, à ce qui a saisi l'occasion pour féliciter le département de la santé pour ses efforts. Et sur les nouvelles actions que nous allons mener pour l'année 2019 et qui en fait rentrent dans la continuité du partenariat que nous avons forgé depuis plusieurs années, Excellence Monsieur le Ministre. Et la particularité cette fois-ci se situe à l'accent que nous allons mettre sur les soins aux nouveau-nés. Donc, ils vont se traduire par des aspects spécifiques au niveau de renforcement des capacités des agents de santé et aussi tout ce qui est relatif à la mise à la disposition des intrants, notamment les médicaments et tout ce qui est aussi lié à la vaccination, des éléments qui sont importants pour la prise en charge du nouveau-né et surtout pour le renforcement des actions qui vont assurer la survie de l'enfant. Et nous sommes particulièrement enchantés de voir toutes les actions qui ont été menées jusqu'à présent, Excellence, dans le cadre du renforcement des interventions pour réduire la malnutrition chez les enfants. Nous avons le programme que vous avez lancé au niveau des 0 retardement de croissance et l'UNICEF se réjouit de pouvoir se joindre aux efforts que vous menez avec la mise à disposition des intrants pour la prévention de la malnutrition chez les enfants. Pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukiye, s'est dit satisfait de l'augmentation de l'enveloppe dédiée à la santé de la mère et de l'enfant. Le ministre a remercié Janabou Maondé pour l'appui constant et régulier qu'apporte l'UNICEF à la République de Djibouti et tout particulièrement au ministère de la Santé. Voici ses propos. Comme vous le savez, l'UNICEF est un partenariat historique. L'enveloppe dédiée au département de la santé, plus particulièrement à la mère et à l'enfant, a presque doublé. Et nous sommes à environ 3 150 000 $. Et c'est un plan ambitieux, comme je viens de le dire, sur la question de la mère, sur la question du nouveau-né, le soin de la mère et du nouveau-né, leur prise en charge, mais aussi la nutrition. Inch'Allah, nous sommes en train d'y travailler pour que le centre de récupération nutritionnelle puisse non seulement être réhabilité, mais aussi faire une extension de ce dernier pour que l'ensemble de la population qui a besoin de ce service peuvent dorénavant se diriger à ce centre et que ce centre puisse avoir une capacité non seulement d'accueil, mais aussi un service de qualité pour les enfants qui ont besoin d'une récupération nutritionnelle. Également dans l'actualité, dans le cadre de la Semaine nationale de la femme, le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD avec le FUNIAP a organisé un atelier de présentation des études sur le genre, de vulgarisation et du protocole de référence en collaboration avec le FUNIAP. Cet événement qui s'est déroulé à l'hôtel Acacia en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, la vice-présidente de l'UNFD et du FUNIAP, des étudiants universitaires ainsi que des représentants de la société civile. Cette journée avait pour thème penser équitablement et lutter contre toute forme de violence. Et bien la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamad Hassan, a rappelé dans son intervention que ce département a mis en place un système de référence national pour coordonner le mécanisme de prise en charge des victimes de violences basées sur les genres. Écoutons la ministre. Elle a été élaborée en 2011.
Et elle a été planifiée pour jusqu'en 2021, pour 10 ans. Au bout d'un certain temps, le ministère de la Femme et de la Famille a dit « Ok, nous avons une politique, nous avons des stratégies, nous avons des lois, nous avons des actions à entreprendre, nous avons des représentants pour le genre dans chaque département ministériel, mais où en sommes-nous aujourd'hui effectivement ?» Il fallait qu'à un moment donné, on se pose, on dit on va mettre un stop et on va étudier la situation. D'où la création de l'Observatoire. Parce qu'il faut savoir que nous faisons des choses, nous entreprenons des programmes, des projets, nous élaborons des lois, nous entreprenons et nous mettons des actions. Mais est-ce que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés? C'est là où nous avons ressenti le besoin de créer un observatoire. Cet observatoire n'a pas un an. Il a été créé en mai 2018. Et déjà, vous voyez, depuis mai 2018, il a réalisé avec les maigres moyens que dispose cette institution et ce ministère, 3 études. Mais nous avons pu les réaliser et je tiens personnellement à remercier l'UNFPA, le FNUAP, qui a été très à l'écoute pour pouvoir dire oui, effectivement. Le Grand Prix du chef de l'État récompense chaque année les femmes qui ont fait la différence ou dans l'histoire ou dans leurs actions en faveur de la société et de l'économie. En un mot, le pays, au fil des années, le Grand Prix du chef de l'État a évolué pour atteindre une somme considérable. L'histoire retiendra 2018 comme l'année qui a reconnu et récompensé 3 femmes. La première engagée dans la lutte contre les MGF, les mutilations génitales féminines. La seconde pour avoir été la pionnière dans le secteur réservé jusque-là aux hommes. La mécanique, enfin, un dernier prix honorifique, retour en image sur les lauréates de 2019 pour comprendre les prix qu'elles ont gagnés, qui ont changé leur vie. Dora, dans la région de Tadjoura, où une femme a pris les flambeaux de la lutte contre les violences faites aux femmes sous toutes ses formes. À la tête de l'association des femmes de Dora, Assia Mohamed, lauréate 2018, a fait de cette lutte sa cheville ouvrière. Elle organise régulièrement des activités de sensibilisation au profit de sa communauté. Sa méthode repose sur la mobilisation de toutes les composantes de sa localité. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons, chefs coutumiers ou lémas, personne n'est à l'abri de ses actions. Elle utilise les sketchs et les chants traditionnels pour passer son message. Objectif, les convaincre d'abandonner cette pratique d'un autre âge. La sensibilisation porte aussi sur la promotion des activités génératrices de revenus. Des efforts reconnus et récompensés, mais qui ont surtout permis à Assia et son association d'intensifier ses actions. Le Grand Prix du chef de l'État d'un montant de 2 500 000 francs fut une aubaine pour l'association des femmes de Dora. Grâce à cette récompense, Assia a peaufiné son programme d'action et les résultats sont à ce jour très prometteurs. Nous avons fait beaucoup d'efforts et organisé plusieurs séances de sensibilisation. Nous avons demandé aux femmes d'arrêter les pratiques des mutilations génitales féminines. Tout ceci grâce au prix du président de la République dont l'association de Dora a bénéficié. Également lauréate 2018, Fathia Hussein est une femme de 34 ans qui s'est imposée dans le monde de la mécanique automobile, un secteur d'activité réservé aux hommes qu'elle a réussi à percer grâce à sa détermination, son dévouement et surtout sa persévérance. À la tête de Sigma Auto depuis quelques années seulement, Fathia a profité de sa récompense non seulement pour asseoir sa notoriété de femme garagiste, dirigeante d'entreprise, mais aussi pour transformer son entité. Elle fait ainsi partie des rares garages qui ont intégré les nouvelles technologies dans les tâches quotidiennes, démontrant ainsi ses capacités à s'adapter aux exigences et savoirs techniques du moment. Son slogan « Toujours plus de services » prouve le caractère d'une femme qui ne se lasse jamais, qui innove en continu. Et pour cause, plus qu'un simple garage, Fathia a su faire de son entreprise un outil moderne de diagnostic, de programmation et de réparation. Les fonds de sa récompense y ont joué un rôle déterminant. Altruiste, Fathia va aller jusqu'à faire de son centre un espace d'apprentissage pour les jeunes et en particulier pour les élèves du LIC, le lycée technique et commercial. Voilà, on a pris l'attestation de notre stage. Après, on a réussi notre stage, voilà, on a terminé notre stage. J'espère trouver du travail, Inch'Allah, s'il dit, ici, Inch'Allah. Sigma Auto, qui emploie déjà plusieurs personnes,
Le choix que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a porté sur son entreprise pour former ses élèves n'a rien d'anodin. Le savoir-faire est là et elle remercie le MENFOP pour cette forme de reconnaissance. Ce n'est pas qu'un simple garage. Nous dispensons aussi des formations pratiques aux jeunes avec l'utilisation des outils modernes. Je remercie le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Mes remerciements également au président de la République et à la première dame pour le prix du 8 mars dernier. La particularité des grands prix du chef de l'État, c'est qu'il alloue des fonds à titre honorifique. Ce fut le cas l'année dernière pour Mme Serida Salah qui, grâce à ses gestes, a pu accomplir son devoir religieux, le Hajj, avec son époux. Presque une année après, elle ne peut cacher sa surprise de ce qu'elle qualifie d'intervention divine à travers le président de la République. J'étais chez moi un soir quand un chauffeur est venu me demander de participer à une cérémonie le lendemain. Je suis partie sans savoir pour la récompense. Et puis, j'ai été appelée et le prix m'a été remis. J'étais contente, très émue. Nous avons accompli le Hajj avec mon mari et avons prié pour eux. Nous continuons toujours à le faire après chaque prière. Pourtant, Mme Serida est une femme active. Ses efforts sont là. Elle travaille dans la confection des produits artisanaux qu'elle revend ensuite sur les marchés. Mais ses gains restent dérisoires et permettent à peine de subvenir aux besoins de sa famille. Selon elle, malgré ses efforts, accomplir le Hajj grâce au grand prix du président Ismaïl Omar Guelleh est la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie. Parce que comme pour Serida, Fathia, Assia ou toutes les femmes qui ont été distinguées, le grand prix du chef de l'État a eu des impacts directs sur leur quotidien, leur vie. C'est tout le sens de ces prix mis en place par le président de la République, par le ministère de la Femme et pour les femmes. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette cérémonie de signature de convention entre l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, Koji Yonatani, et l'UNOPS, qui s'est tenue aujourd'hui au Centre de développement communautaire du quartier 3 en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Convention qui s'inscrit dans le cadre de réhabilitation des centres de développement communautaire ciblés de la capitale suite aux dommages causés par du cyclone Sagar. En effet, la convention a pour objectif l'amélioration des fonctionnements de ces plateformes destinées à promouvoir l'intégration de la jeunesse djiboutienne et contribuer à l'impulsion d'une dynamique favorable à son insertion socio-professionnelle. L'ambassadeur du Japon s'est déclaré donc heureux de cette convention, rentre dans le cadre de l'appui au CDC et puisse donc servir à contribuer à la promotion de la jeunesse. Écoutons l'ambassadeur. Concernant la contribution du Japon en faveur d'un projet de réhabilitation de CDC endommagé par le cyclone Sagar qui a frappé la capitale de Djibouti en mai dernier. Et c'est à la fois un projet de soutien aux activités entreprises à ces CDC. Pour moi, c'est à la fois une grande plaisir de rendre visite enfin à CDC 3, là où notre volontaire japonais, M. Hiroyuki Endo, participe à l'organisation de diverses activités avec les collègues djiboutiennes. De remercier la présence précieuse de son Excellence Monsieur le ministre Hassan Mohamed Kamil. Et pour sa part, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a remercié l'UNOPS et l'ambassadeur du Japon qui, selon lui, est toujours aux côtés de son département pour le soutien des projets visant à l'épanouissement et à la promotion de la jeunesse djiboutienne. Écoutons le secrétaire d'État. L'UNOPS a finalisé ce projet en collaboration avec le Japon qui a bien voulu octroyer la somme. Et dans Djibouti, ils vont bénéficier à travers mon département. Donc, c'est toujours le département de la jeunesse et du sport. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le CDC de Carte 3, où un bénévole japonais travaille avec la jeunesse dans un cadre agréable. Et la jeunesse et surtout les responsables qui sont sur place bénéficient de son expérience. Merci d'abord pour nous avoir octroyé ce don, réhabilité
quelques CDC qui ont été touchés par le cyclone Sagar. Ce dont va servir à revoir un peu tous les dégâts qui ont été causés par ce cyclone, mais aussi permettre à ces CDC de les équiper en matériel ou peut-être à leur faire quelques extensions pour qu'ils puissent un peu s'épanouir et avoir un peu plus d'espace. Au nom de la jeunesse et au nom de mon département, au nom du gouvernement djiboutien, merci pour cet effort, surtout par l'INOPS, après par le Japon. En bref, et en image avec cette photo du conseiller spécial du président de la République chargé des investissements, Fahmi Ahmed Hag, qui a signé au nom de la République donc hier avec M. Marwan Abdallah Al-Ghainim, directeur général adjoint du Fonds koweïtien pour le développement, une convention de réchelonnement, une partie importante de remboursement de prêts concernés qui sera étalée sur 30 ans avec une période de grâce de 10 ans et un taux d'intérêt de 1% seulement. Retour à Djibouti où l'université de Djibouti a reçu donc hier soir un don des ouvrages et des matériels scientifiques de la part des coopératives françaises de Djibouti dans le cadre d'une coopération éducative entre les deux pays. Ce document de livraison et de réception a été signé par le docteur Jama' Mohamed Hassan, président de l'université de Djibouti, et l'ambassadeur de France dans notre pays, Christophe Guilou, en présence de la conseillère diplomatique de l'ambassadeur de France, Mme Francine Meyer. Et bien, en fin de cérémonie, l'ambassadeur de la France, M. Christophe Guilou, a précisé que ce don intervient à un moment très important pour l'université de Djibouti. Écoutons l'ambassadeur. Un certain nombre de projets qui trouveront leur concrétisation dans le cadre du programme sur lequel travaille l'Agence française de développement en étroite coopération avec vos services. Parmi les orientations principales, je retiendrai notamment la priorité donnée au métier du numérique sous la forme d'un futur campus numérique Djibouti-France et l'accélération du processus de masterisation de l'université par la création de nouvelles filières qui veilleront à répondre aux besoins d'employabilité de vos étudiants dans un marché du travail en constante évolution. Je tiens également à saluer les avancées obtenues en matière de mobilité vers la France et me réjouis de la mise en place prochaine d'un programme conjoint de bourses et du nombre important d'exemptions accordées à vos étudiants afin de les dispenser du paiement de droits d'inscription dans les universités françaises qui se sont récemment alourdis. J'ai le plaisir de vous remettre officiellement, et dont je sais que vous en ferez le meilleur usage, ces ouvrages. Nous sommes heureux d'avoir participé au renforcement de vos liens avec les universités françaises. Ce FSPI vous aura permis de mettre en place une trentaine de missions d'expertise avec notamment les universités de Poitiers, de Nantes, Paris 1 et Paris 13, l'INSA de Lyon, Montpellier, Dunkerque ou encore la région de Franche-Comté. Ces échanges auront contribué à consolider des partenariats déjà en cours, mais aussi ouvrir de nouvelles pistes de travail avec vos homologues français. Monsieur le Président, nous sommes actuellement dans une belle dynamique de coopération en matière d'enseignement supérieur. Vous pouvez compter sur moi et sur mes services pour la prolonger et la renforcer. C'est d'ailleurs le message qu'a transmis hier le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de son entretien avec le président Ismaïl Omar Guelleh. Ça fait partie des axes stratégiques de la coopération française ici à Djibouti. C'est un domaine auquel nous attachons beaucoup de prix pour le développement de Djibouti et bien entendu pour la relation bilatérale entre nos deux pays. Suivons donc cette fois l'intervention du président de l'université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan. Clôture pour nous tous le projet Corail. Sa mise en œuvre aura particulièrement soutenu l'université dans la mise en œuvre pour le projet de renforcement du français, le RSF, du nouveau master professionnel de transport international et des stratégies logistiques et de l'école doctorale.
Il aura aussi accompagné l'université dans les domaines de perfectionnement de la qualité de la gouvernance universitaire et de son ouverture vers l'entrepreneuriat et les relations avec les entreprises. Et aujourd'hui, le don de ces ouvrages et matériels scientifiques permettra à nos enseignants, chercheurs et aux étudiants d'approfondir leurs connaissances par la recherche documentaire et l'expérience scientifique. Il aura donc rempli son objectif de fonds social prioritaire pour des projets innovants FSPI. Si au-delà de ce projet, nous pouvons aussi tirer un premier bilan, force est de constater que l'accompagnement de la coopération française depuis la création de l'université de Djibouti a également encouragé sa marche vers l'autonomie. La coopération française reste un partenaire solide et soutenant dans nos aspirations communes à renforcer les ressources humaines au service de notre pays, de notre région et de la planète. C'est dans cette perspective que nous vous remercions vivement, Monsieur l'ambassadeur de France, du support de la coopération française à nos activités de recherche à l'université de Djibouti, concrétisées aujourd'hui par ces dons des ouvrages et matériels scientifiques. Je vous remercie. Éducation toujours, cette fois la promotion dans ce secteur pour les enfants handicapés, l'Agence nationale des personnes handicapées avec à leur tête M. Douali Saïd Mahmoud qui a présidé une table ronde avec la participation du MENFOP, le secrétaire d'État aux affaires sociales, le ministère de la Santé, le ministère de la Femme et de la Famille, l'UNFD, le réseau national des personnes handicapées, association Vaincre l'autisme et bien d'autres associations concernées. Les enfants porteurs d'un handicap sont encore aujourd'hui parmi les plus exclus dans l'éducation. L'objectif de la table ronde est d'examiner les enjeux et les nouvelles opportunités en faveur d'une éducation inclusive de qualité à l'égard des enfants handicapés. Et voilà qui nous ramène de parler de cette simulation d'attaque terroriste. Un exercice de simulation a été effectué par le haut commandement de la police nationale ce matin en plein centre-ville. L'objectif de cet exercice consiste à répondre de la manière la plus rapide d'éventuelles attaques de grande ampleur qui pourraient avoir lieu sur le territoire national. Exercice où les différents éléments de la police nationale l'ont effectué comme dans une réelle attaque. L'objectif premier était de sécuriser la population djiboutienne et réduire le risque à zéro perte d'êtres humains ou civils. Dans le cadre des préparatifs de la 4e édition du meeting international de Djibouti, prévu pour demain vendredi au stade Al-Hajj Hassan Goulet, nos athlètes en stage bloqués sur les hauteurs d'Addis Abeba sont arrivés hier soir pour prendre part à cette 4e édition avec à leur tête le champion du monde Souleymane Ayale, record donc du 1500 mètres. À leur arrivée à l'aéroport, les athlètes nationaux ont été accueillis par le staff technique de la fédération. À 18h ici à Djibouti. Nous avons bien préparé, nous espérons beaucoup plus de résultats que les années d'avant. Les athlètes ont été très bien préparés et j'espère avoir beaucoup de bons résultats ici à Djibouti pour le meeting international. Toujours à propos de la 4e édition du meeting international de Djibouti, le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, Saïd Ismail Hassan, adressant donc à la presse nationale ce matin un message, a indiqué que tous les athlètes inscrits, soit au total 50 athlètes de 14 pays, sont arrivés sur le sol national dans une conférence de presse. Écoutons. Encore une fois, pour le meeting international de Djibouti, qui aura lieu demain 15 mars au stade Hassan Goulet, où 50 athlètes étrangers et une vingtaine d'athlètes djiboutiens vont concourir comme les années précédentes. Cette année, les nouveautés, c'est qu'il y a une course de saut en longueur qui va s'ajouter. À partir du moment où le meeting international de Djibouti est passé silver, avant on était classé bronze, là on est passé cette année silver. Donc c'est un autre cahier de charges. À partir du moment où silver, classé silver, ça veut dire qu'il nous reste un pas pour aller vers le Grand Prix. Grand Prix, il y a quelques pays qui organisent le Grand Prix. En Afrique, il n'y a que le Maroc. D'autres pays, il n'y en a pas. Silver, il n'y en a pas beaucoup en Afrique aussi. Ça veut dire que nous, on fait partie
des meilleurs pays qui arrivent à organiser des meetings internationaux dans leur pays. Les 50 athlètes qui viennent des 3 continents, avec 14 nationalités différentes, sont déjà arrivés à Djibouti et ils sont là. Nos athlètes aussi sont arrivés. Les représentants de l'IAF, les représentants de la Confédération africaine d'athlétisme sont là aussi pour vraiment superviser ces meetings et donner les labels internationaux. Donc je pense que tout est réuni pour que ces meetings soient un grand meeting. Nous demandons à la population djiboutienne aussi de venir participer et applaudir les meilleurs Djiboutiens, parce que les minima réalisés ici au meeting international de Djibouti sont conformes au meeting de l'IAF. Donc nos athlètes, c'est une occasion pour réaliser les minima mondiaux. Dans les nouveautés aussi, il y aura des lièvres pour les courses, parce que nous sommes obligés d'avoir des lièvres puisque nous sommes classés Silver. Et donc, les nouveautés aussi, il y aura les lièvres, mais moi je veux que tous les Djiboutiens soient des lièvres pour nos athlètes. En nouvelle du monde cette fois, au Yémen, les membres permanents du Conseil de sécurité se mobilisent pour tenter de sauver la trêve conclue début décembre entre les belligérants au Yémen qui menacent de voler en éclats et dont les principales dispositions ne sont toujours pas appliquées. Juste avant des consultations à huis clos du Conseil, les 5 membres permanents, États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni, se sont réunis hier avec le médiateur de l'ONU, le Britannique Martin Griffiths. Selon une source diplomatique, l'émissaire est venu spécialement à New York alors qu'ordinaire. Ces interventions se font via une liaison vidéo encadrée des ambassadeurs américains, britanniques et français. Tout le visage fermé, Martin Griffiths est allé directement à la salle de consultation du Conseil sans répondre aux questions des journalistes. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous et bon week-end à toutes et à tous avec la suite de nos programmes télévisés.